Bonjour à toutes et à tous, je suis Michel Lévy-Provençal et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous avec le Club Boma en partenariat avec le Huffington Post. On se retrouve aujourd'hui pour ce cinquième rendez-vous mensuel qui explore les futurs possibles. Alors pourquoi les futurs et non le futur? Car nous nous intéressons à chaque émission aux différents scénarios possibles de l'avenir. On a, lors des épisodes précédents, traité des futurs de la démocratie, de la finance, du travail, de la culture. Aujourd'hui, on abordera avec nos invités les scénarios possibles du futur de l'alimentation et de l'agriculture. On va s'intéresser en particulier à la révolution biotechnologique, aux nouvelles formes d'OGM, à leurs avantages, aux risques qu'ils peuvent présenter et aux alternatives crédibles que nous pourrions avoir dans l'avenir. Alors, pour esquisser les scénarios des futurs de l'alimentation et de l'agriculture, on reçoit aujourd'hui Karine Jacquemart, Anne de Marcillac, Daniel Evin et Jean-Yves Ledéo. Pour démarrer cette émission, je me tourne vers Karine Jacquemart. Bonjour Karine. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Foodwatch France, une association qui défend les citoyens en matière d'alimentation. Alors pourquoi faut-il nous défendre? Contre qui? Contre quoi? En effet, Foodwatch, c'est un contre-pouvoir citoyen indépendant. Et je crois que ce contre-pouvoir est nécessaire pour encourager les décideurs politiques au niveau national, mais aussi européen, et dans une certaine mesure les entreprises de l'industrie agroalimentaire, à faire en sorte de mieux protéger la santé des consommateurs, parce qu'aujourd'hui, notre alimentation manque à la fois de transparence et de garantie sur l'impact sur la santé. Donc, la nourriture qu'on consomme tous les jours, celle qui est issue de l'industrie agroalimentaire, nous menace, elle menace notre santé? Malheureusement, alors qu'aujourd'hui en Europe, on aurait tout à fait les moyens et techniques et démocratiques et de production d'avoir tous accès à une alimentation saine, ça n'est pas le cas quand on y regarde de plus près. Et du coup, il y a un impact de l'alimentation sur la santé qui est de plus en plus documenté, qui est de plus en plus criant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Il suffit de mesures politiques fortes pour arrêter cela. Mais cela nécessite, et ça c'est la mauvaise nouvelle, ça nécessite un combat de tous les jours, alors que ça devrait être évident. Je vous donne un exemple. Dans les produits alimentaires qu'on retrouve dans les rayons des supermarchés en Europe aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver, par exemple, des additifs qui sont controversés pour la santé, mais qui sont néanmoins encore autorisés. Je pense aux additifs à base de nitrite et de nitrate, par exemple. Il y a 338 additifs qui sont autorisés aujourd'hui en Europe. C'est d'abord beaucoup trop, et les toxicologues nous alertent sur les effets cocktails de ces additifs. Il est impossible, en fait, d'analyser les risques de la combinaison de tous ces additifs et de l'impact sur leur santé. Et certains d'entre eux ont déjà fait l'objet d'études scientifiques qui pointent du doigt de façon crédible des risques pour la santé. Donc, dans ces cas-là, on appelle tout simplement à l'application du principe de précaution, et on appelle les législateurs européens à interdire ces additifs, surtout lorsque finalement ils sont remplaçables. Ils ne servent pas forcément à grand-chose, comme le dioxyde de titane qui ne servait qu'à blanchir les aliments, ou ils sont tout simplement objets d'alternatives. On peut s'en passer, et donc il faut les interdire. C'est le cas aussi de résidus de pesticides, c'est le cas d'autres contaminants comme des perturbateurs endocriniens, ou sujet moins connu du grand public, mais sur lequel Foodwatch fait avancer les choses car on a fait des tests sur des produits, la contamination, par exemple, des aliments par des huiles minérales. Alors, le mot ne fait pas peur, mais en fait, il s'agit de dérivés d'hydrocarbures. Et les plus dangereux d'entre eux, qu'on appelle les MOA, sont reconnus par tous les scientifiques et toutes les agences sanitaires européennes comme étant potentiellement cancérogènes, mutagènes et perturbateurs endocriniens. La question, c'est comment se fait-il et comment accepter qu'aujourd'hui, en France, en 2021, effectivement, il y ait ce genre de substances potentiellement dangereuses dans notre alimentation. Et pour aggraver les choses, il y a un manque de transparence important dans le secteur alimentaire en Europe. Et c'est pour ça que, en tant que contre-pouvoir citoyen, on demande plus de transparence, plus d'accès aux informations sur les contrôles, sur la vraie nature des produits, et de pouvoir tout simplement s'assurer, quand on achète à manger pour sa famille, de ne pas mettre sa santé en danger, ce qui paraît une évidence.
Mais c'est pourtant le cas de plus en plus. On a vu apparaître le Nutri-Score, on voit apparaître des applications comme Yuka, par exemple. Le bio monte en puissance. On a quand même l'impression de mieux manger ces derniers temps. C'est une réalité ou un fantasme? En fait, c'est un combat de tous les jours. Si je reprends l'exemple du Nutri-Score, c'est effectivement une avancée. C'est un logo nutritionnel, hein, donc de la lettre A à E, avec un code couleur qui permet aux gens de comparer du premier coup d'œil en fait, la qualité nutritionnelle des produits entre eux. C'est une avancée, mais il a fallu des années pour l'obtenir. Le lobby de l'industrie agroalimentaire a dépensé 1 milliard d'euros en 2010 pour bloquer cela dans une réglementation européenne sur les informations sur les denrées alimentaires. Aujourd'hui, ça n'est que sur base volontaire et on est encore en train de se battre avec d'autres associations pour que la Commission européenne adopte ce logo de façon obligatoire en Europe, mais on n'y est pas. Et on ne parle là que de la qualité nutritionnelle. En ce qui concerne Yuka, c'est très utile ce qu'a fait Yuka et d'ailleurs on mène certaines campagnes ensemble, on les a invités à nous rejoindre pour faire interdire les additifs à base de nitrites, mais au fond c'est aberrant d'être encore une fois aujourd'hui en 2021 en Europe et d'avoir besoin d'un smartphone dans sa poche pour scanner des produits quand on est face au rayon par exemple des céréales et qu'on doit choisir lesquels acheter pour ses enfants et que la question qu'on se pose c'est finalement lequel est le moins dangereux sur la base d'une application qui va nous informer sur les additifs, le Nutri-Score et le fait de savoir s'ils sont bio. En fait, la réglementation européenne, normalement, oblige fabricants, distributeurs et autorités publiques à faire en sorte de garantir que quand on achète un produit alimentaire, on n'a pas à se poser la question, il doit être garanti comme ne pas poser le moindre risque pour la santé. Or, l'évolution de la transformation des produits industriels fait que justement, on n'a pas nécessairement, non, une meilleure alimentation qu'avant, certainement pas sur le plan nutritionnel. On voit par exemple qu'un enfant sur 6 en France, c'est 1 sur 5 en Europe, est en surpoids ou obèse. Et alors, juste une précision, si les agriculteurs utilisent ces additifs et que les industriels le font aussi, c'est qu'il y a derrière une recherche de rendement, il y a une recherche aussi de capacité de conservation. Finalement, il y a une recherche de modèle économique pour pouvoir produire assez de nourriture dans des conditions qui sont viables. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des solutions qui permettent de concilier à la fois une alimentation sans risque, saine, respectueuse de l'environnement, tout en réussissant à avoir un modèle qui permette de nourrir tout le monde et dans des conditions viables économiquement? Oui, il y a deux questions. Il y a la question de la quantité et de la qualité. Sur la quantité, il y a un nombre d'études qui montrent que si on a les politiques adaptées, on peut nourrir tout le monde, y compris avec des modes de production qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement et de la santé. Lesquels, par exemple? Et sur la question par exemple sur le bio ou je ne veux pas venir trop sur l'agriculture, mais il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on peut avoir une agriculture beaucoup plus saine, beaucoup plus respectueuse et qui peut nourrir effectivement les gens en Europe et plus largement sur la planète. Mais là, je veux vraiment pointer du doigt surtout la responsabilité des fabricants et des distributeurs des produits transformés et des responsables politiques. Parce que oui, il y a des solutions sur les additifs que l'on ajoute, par exemple, dans l'alimentation. Il y a des alternatives. Il y a des alternatives, par exemple, aux nitrites et aux nitrates. On voit bien dans la charcuterie que d'ailleurs les plus grands producteurs vendent déjà des produits sans additifs à base de nitrites et de nitrates. Seulement, ils les vendent un petit peu plus cher. Donc, on a du coup des niches et deux marchés. Et il ne faut pas qu'on ait une alimentation à deux vitesses, avec une alimentation plus qualitative et moins risquée pour la santé, plus chère, et pour la partie de la population plus pauvre, un accès à une alimentation qui est de moindre qualité, voire dangereuse pour la santé. Donc, on ne demande absolument pas des choses justement qui seraient irréalistes, mais au contraire des solutions qui sont tout à fait envisageables, à condition que les fabricants et les distributeurs acceptent en effet de cesser une course du prix toujours vers le plancher, pour remettre des éléments, par exemple, plus nutritionnels, qualitatifs dans les produits. Les plus honnêtes nous le disent quand on discute avec eux. Ils sont allés trop loin dans le fait de remplacer certaines denrées nutritives par exemple, du sucre ajouté et du sucre souvent caché sous divers noms différents. Donc, revenons à une alimentation plus saine. C'est évidemment possible. Ça a un coût pour les entreprises. Mais c'est aussi pour ça
qu'on ne répétera jamais assez que c'est la responsabilité des autorités publiques, et notamment au niveau national, mais surtout au niveau européen, de décider des règles. Et par exemple, une interdiction d'additifs dangereux pour la santé, ça doit venir de l'Europe et ça doit venir des autorités publiques, parce que trop souvent, on s'appuie sur les engagements volontaires des entreprises, mais on ne peut pas, en tant que consommateur, savoir et se fier au fait qu'une marque s'est engagée à être plus saine et une autre continue à utiliser un additif dangereux pour la santé. D'autant plus que dans la plupart des cas, les informations marketing mises sur les emballages induisent les gens en erreur et que donc il est très difficile dans ce règne de la désinformation pour les consommateurs de s'y retrouver et de pouvoir faire un choix vers une alimentation plus saine. Pour revenir sur la question de l'agriculture, et vous posiez la question tout à l'heure, comment nourrir toute la planète, je voudrais quand même attirer l'attention justement sur certaines dérives et déséquilibres. Je parlais d'obésité et de surpoids. On parle aujourd'hui de 800 millions de personnes touchées dans le monde. On parle aussi de 800 millions de personnes qui sont touchées par la faim. Donc on a d'un côté un système alimentaire mondial qui crée de la faim et de l'autre côté un système alimentaire mondial qui crée des maladies chroniques, qui en est en tout cas un des contributeurs, dont le surpoids et l'obésité. Donc il faut revisiter ce système. Parmi les nombreux éléments à regarder dans ce système, évidemment, il y a l'agriculture et la façon dont on produit notre nourriture. Là encore, je vous renvoie vers de nombreuses études, mais très souvent, il y a des alternatives. Très souvent, il n'y a aussi pas suffisamment d'investissement dans ces alternatives pour changer de système et aller vers un système plus respectueux, encore une fois, de la planète et de l'environnement. Sur la question des OGM, il y a deux sujets. Il y a produire avec des OGM et il y a également ce qu'on retrouve dans notre assiette. Donc, ce pourquoi Foodwatch se bat, au minimum, c'est que l'information soit accessible aux consommateurs. Aujourd'hui, quand vous achetez un produit qui est, par exemple, avec de la viande, vous ne savez pas si cette viande a été nourrie avec par exemple, du soja aux OGM. Donc, vous ne savez pas s'il y a, dans un produit transformé, des OGM qui ont fait partie du processus de production. Bon, mais ça, par exemple, c'est inacceptable. Il y a aussi un débat en cours aujourd'hui sur les nouveaux OGM. Le problème, c'est que souvent, quand on a ce genre de débat, il y a aussi de la création du doute au niveau scientifique. Et il y a un enjeu aussi sur la transparence sur ces études et la transparence sur la réalité des risques pour les consommateurs et pour la santé aussi des agriculteurs. Souvent, on a l'intérêt général d'une part et des lobbies qui défendent des intérêts privés d'autre part. C'est aussi quelque chose contre lequel il faut lutter. Les OGM sont un des sujets sensibles, et ce n'est pas le seul, sur lequel on retrouve aussi cette bataille. Et les contre-pouvoirs citoyens, c'est aussi là pour défendre la transparence et l'intérêt général. Merci Karine Jacquemart. Merci à vous. Je reçois à présent Anne de Marcillac. Elle est ingénieure agronome, diplômée de Sciences Po Paris et de l'Institut national agronomique AgroParisTech. Bonjour. Bonjour. Anne de Marcillac, vous avez été conseillère en affaires publiques aussi, donc à la fois agronome, vous vous intéressez aux questions politiques. Je voudrais revenir sur la question des OGM parce que c'est un sujet polémique. Certains pensent que c'est l'avenir, d'autres qu'il faut bannir les OGM. Mais avant d'y arriver, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, pour un néophyte, ce qu'est un OGM ? Un OGM, c'est un organisme vivant dont le matériel génétique a été modifié, mais modifié de façon non naturelle. En fait, toute l'histoire de l'agriculture, c'est une histoire de modification génétique. On a toujours cherché à améliorer les caractéristiques des plantes qu'on cultivait, et c'est pour ça qu'on est passé de choses qui étaient très peu intéressantes à maintenant des productions qui sont très conséquentes. Et cette amélioration, elle reposait sur le fait que le génome est intrinsèquement instable. Et donc, il y a toujours des modifications. Et jusqu'à présent, on a cherché à sélectionner les modifications naturelles qui étaient les plus intéressantes. Les OGM, tels qu'ils sont définis par la loi, c'est une modification non naturelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser des méthodes qui sont plus ou moins agressives pour provoquer de façon plus rapide et plus nombreuse cette instabilité du génome,
Et après quoi, on cherche les caractéristiques qui sont les plus intéressantes pour les retenir. Et on laisse tomber celles qui ne le sont pas. Ça permet d'économiser beaucoup de temps, en fait, parce que quand on se contente de sélectionner les modifications naturelles, on est obligé d'attendre plusieurs générations de plantes pour identifier les caractères qui sont intéressants et les fixer. Et avec un OGM, on va beaucoup plus vite. Après, ces méthodes qui sont plus ou moins agressives et invasives, ça peut être des méthodes chimiques, ça peut être des méthodes de rayonnement, ça peut être l'utilisation de bactéries, ça peut être des canons à particules. Et les nouvelles techniques aujourd'hui sont des choses beaucoup plus précises et ce qu'on appelle les ciseaux génétiques qui permettent de faire ce qu'on appelle maintenant de l'édition du génome, c'est-à-dire qu'on va aller chercher un point vraiment particulier dans le génome pour le modifier, le supprimer ou changer les bases. On va y revenir. On va y revenir. Beaucoup plus précis. Et juste sur ce point, sur la question des OGM, ils sont largement utilisés en dehors de France, ou d'ailleurs, ils n'ont pas forcément aussi mauvaise réputation qu'en France. Comment vous expliquez qu'en France, les OGM aient si mauvaise réputation? Alors, ce qui est curieux, c'est que les OGM ont mauvaise réputation pour la génétique végétale, mais pas pour la génétique animale ou humaine. Donc, c'est très étrange. Les explications ne sont pas de nature scientifique. Parce que on sait que, il y a eu un énorme travail réalisé par les académies américaines, l'Académie jointe de sciences, d'ingénieurs et de médecine. Ils ont essayé d'identifier, à savoir, est-ce que les risques sanitaires et environnementaux des OGM étaient supérieurs aux cultures conventionnelles. Et ils ont trouvé que si on utilise raisonnablement les OGM, c'est-à-dire dans les mêmes conditions et avec les mêmes réserves que les cultures conventionnelles, il n'y a pas de dégâts sur l'environnement ou sanitaires qui soient significativement différents des cultures conventionnelles. Donc, alors, on a dit aussi, on craint que les OGM s'échappent dans la nature et contaminent les plantes qui sont voisines. Le risque n'est pas nul. Néanmoins, les caractères il n'est pas certain que les caractères qu'on cherche à travers les OGM donnent un avantage sélectif significatif aux plantes qui seraient autour et que cette échappée ferait boule de neige et modifierait sensiblement l'écosystème. Donc, la question n'est pas scientifique. Par contre, on a des attentes sociétales qui sont très fortes et qui sont entretenues en plus. Il y a des peurs qui sont entretenues et qui sont vraiment sans fondement. On voit en ce moment des publicités pour dire on ne veut pas d'OGM dans nos assiettes. Ça n'a strictement aucun sens scientifique parce que les OGM, ce n'est pas un caractère qui se transmet par voie digestive. Que des animaux mangent des OGM ou que nous, on mange des légumes qui soient OGM, ça n'a strictement aucune incidence sur la santé. Mais ça, c'est une chose qui est très entretenue. De même que la manipulation des OGM serait dangereuse. On a vu récemment une émission de science-fiction où quelqu'un devenait malade parce qu'il avait manipulé du blé OGM au sortir du porc en croyant que c'était du bio. Et ça n'a strictement aucun sens. Mais ça passe. Après, donc, il y a ces facteurs qui sont entretenus. Il faut voir que, comme je le disais tout à l'heure, comme le bio est strictement défini sans OGM, il y a des enjeux commerciaux derrière sur les distributeurs du bio, parce que le bio est un relais de croissance pour ces distributeurs, et qui va faire qu'eux, ils ont tout intérêt à entretenir cette peur des OGM. Mais il y a quand même une histoire à l'origine de cette peur. Il me semble que Monsanto avait créé des OGM pour ensuite pouvoir vendre leurs produits. Ça a été une... Alors,
Il y a ça, ouais. Il y a eu, je pense, on pourrait appeler ça des erreurs politiques des semenciers, en fait, qui ont, en effet, au début, les premiers OGM qui ont été mis en vente et qui sont encore les plus commercialisés, les plus utilisés, notamment aux États-Unis, sont des OGM résistants aux herbicides et qui ont été vendus en bundle avec justement l'herbicide auquel ils étaient résistants. Évidemment, ça fait un pouvoir de marché qui est très important. Donc, pour l'instant, on a surtout, ce que je disais tout à l'heure, en quantité, on a surtout des OGM qui résistent aux herbicides ou qui sont résistants aux insectes. Le seul OGM commercialisé en Europe, c'est un OGM c'est un maïs qui résiste à deux insectes et qui est cultivé encore en Espagne et au Portugal. Pour autant, il y a plein d'autres applications. Un exemple d'actualité, si pour la betterave, pour laquelle on a tant discuté de l'interdiction des néonicotinoïdes, si on avait une variété de betterave qui pouvait résister au virus, on serait sorti d'affaire. Alors, on ne l'a pas encore pour la betterave, mais on l'a pour d'autres plantes. Donc, des OGM qui permettent de résister à un stress d'origine biologique, donc des champignons, des virus, des bactéries, des parasites. On en a par exemple sur la jaunisse nanisante de l'orge, qui est aussi une maladie virale et qui fait perdre 90% du rendement. Et on sait que les OGM sont beaucoup plus efficaces que toutes les solutions agronomiques qu'on utilisait jusqu'à présent et qui sont plus aléatoires et plus coûteuses, c'est-à-dire retarder les semis, utiliser un biocontrôle ou traiter les semences aux néonicotinoïdes, ce qui est maintenant interdit. Donc là, les OGM nous sauvent d'affaires. Pour on a un coton qui résiste aussi aux insectes. Et maintenant, plus de la moitié des surfaces, je crois même que c'est 70%, des surfaces cultivées en coton sont du coton OGM résistant aux insectes. Un exemple que j'aime bien, c'est le riz qui est rendu tolérant à la salinité. On sait que 20% des surfaces des surfaces cultivées aujourd'hui sont affectées par la salinité, et c'est un chiffre qui risque d'augmenter avec la montée des eaux, des océans. Et il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gènes qui soient concernés, donc c'était assez facile d'obtenir cette variété-là. Et donc on a un riz qui est tolérant à la salinité, ce qui, dans les pays d'Asie du Sud-Est, par exemple, peut être très important. Mais surtout quand on sait que la moitié de la population mondiale dépend du riz. Juste un point sur ces avancées, et notamment en matière technologique. Vous avez évoqué tout à l'heure une nouvelle forme de modification du génome grâce aux ciseaux CRISPR-Cas9. Il existe un nouveau type d'OGM aujourd'hui sur le marché qui sont plus précis. Comment est-ce que cela fonctionne? Quelles sont les avancées à la fois technologiques qu'on a vu apparaître ces derniers temps et peut-être aussi un mot sur les avancées réglementaires, en particulier en Europe? Alors, il y a, pour les ciseaux, les méthodes les plus précises d'édition du génome, il y a en effet CRISPR-Cas9 qui a valu un prix Nobel à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. Ce n'est pas la seule méthode en fait pour faire de l'édition génétique. On a des talènes, on a d'autres méthodes. Il se trouve que toutes ces méthodes sont postérieures à l'année 2001, qui pour l'Europe est une année importante parce que c'est l'année où on a adopté la directive qui régule les autorisations des OGM. Donc, d'un point de vue réglementaire, ces méthodes nouvelles, qui sont beaucoup moins invasives, pas forcément plus faciles parce que si on va chercher un point précis, il faut l'avoir identifié avant. Donc, il y a tout un travail en amont de connaissance du génome qui est important. Mais toutes ces nouvelles techniques sont pour l'instant régulées comme on avait régulé les méthodes les plus agressives qu'on avait identifiées en 2001. Et ça veut dire que pour obtenir une autorisation, il faut déposer un dossier qui est très conséquent et exercer pendant 10 ans une surveillance post-commercialisation une surveillance qui est à la fois spécifique sur les effets qu'on attend
Et en général, on va aussi chercher à surveiller ce qu'on n'attend pas. Donc, c'est très compliqué. Et on estime qu'un dossier d'autorisation comme ça au niveau européen, ça va chercher dans les 100 millions d'euros. Donc, c'est quelque chose qui n'est accessible par construction qu'aux plus grandes entreprises et pas aux PME, alors que la technique, elle, pourrait être développée par des entreprises plus petites. C'est ce qui est en train de changer aujourd'hui. Alors, on est en train le Conseil a demandé à la Commission européenne de réfléchir à cette question-là. La Commission européenne vient de rendre un avis qui dit qu'en effet, compte tenu du fait que du coût de ces procédures, des bénéfices attendus de ces nouveaux OGM, de ces nouvelles techniques d'édition, du fait qu'à l'étranger, on autorise maintenant ces nouvelles techniques beaucoup plus facilement et que donc l'Europe risque de prendre du retard, la Commission européenne estime qu'on ne peut pas continuer de cette façon et que donc il va falloir réfléchir à une révision de cette directive de 2001. Maintenant, elle ne dit pas dans quel sens on peut modifier cette directive. Si on regarde à l'étranger ce qui se passe, il y a un tiers des pays qui ont adapté leur réglementation des OGM spécifiquement pour ces méthodes d'édition, soit en disant que par construction, la technique est plus simple et donc on fait une exemption des procédures les plus lourdes, soit en regardant le résultat sur le génome, et si le génome n'est pas trop modifié, alors on fait aussi une exemption. Dans ces pays-là, il y a notamment la Chine qui a le plus grand nombre de brevets sur les OGM, et les États-Unis qui a les surfaces les plus importantes cultivées en OGM. Donc, ça n'est pas rien. Et après, il reste des pays. Les autres pays sont pratiquement tous en train de se poser la question de savoir comment faire. Et les discussions sont en cours. Au Canada, par exemple, ils sont en train de regarder est-ce qu'on ne peut pas s'intéresser juste à la nouvelle caractéristique de la plante et voir dans quelle mesure elle est très différente des caractéristiques antérieures de la plante et de réguler en fonction de cette différence. Vous avez évoqué cette nouvelle technologie à base de CRISPR-Cas9. Est-ce qu'on appelle ces produits des OGM ou il y a un nouveau terme qui apparaît? Alors, on les appelle les NBT, New Breeding Technique. En fait, ou organismes génétiquement édités. Quelle est la différence entre l'édition et la modification? Parce que tout l'enjeu est là. Est-ce que finalement ce sont des organismes modifiés comme les OGM ou est-ce qu'ils ont une particularité? Ils sont modifiés, mais en fait, c'est l'importance de la modification qui diffère. L'édition, c'est changer quelques bases, éliminer un morceau de gène. C'est des choses beaucoup plus précises que ce qu'on faisait avec les méthodes antérieures. Donc, c'est plus précis et c'est mieux maîtrisé. Le produit final est mieux maîtrisé que ce qu'étaient les OGM antérieurs. Merci beaucoup, Anne. Je reçois à présent Daniel Evin. Bonjour, Daniel. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome. Votre spécialité est, pour le dire simplement, l'amélioration des plantes. Vous avez été pendant 10 ans sélectionneur de colza. Vous avez travaillé pour Cargill, puis chez Monsanto. Aujourd'hui, vous êtes agriculteur bio dans l'Essonne. Vous êtes aussi membre du Haut Conseil des biotechnologies et vous êtes référent pour les questions concernant les OGM à la Fédération nationale d'agriculture biologique. Alors, vous êtes à la fois agriculteur bio, en même temps spécialiste des OGM. Ça peut paraître contradictoire au premier abord. Et pourtant, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre vision des OGM et de leur utilité? Alors, c'est
contradictoire au sens, j'ai fait 2 métiers l'un derrière l'autre. Hein, donc, une première partie de ma carrière en tant que sélectionneur, où j'ai eu l'occasion effectivement de cultiver quelques OGM, pas en grande quantité, mais quelques OGM. Et puis, j'ai, on va dire, tourné Kazakh pour aller vers une agriculture beaucoup plus responsable, qui est l'agriculture biologique, en convertissant en fait la ferme familiale à l'agriculture biologique. Aujourd'hui, les OGM ne sont pas dans les critères du bio. On ne peut pas faire du bio à partir d'OGM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, une des premières raisons, c'est tout simplement que les OGM sont des techniques qui ne respectent pas le vivant. Et un des fondements, on va dire, de l'agriculture biologique, c'est de travailler avec la nature, d'utiliser les mécanismes qui existent dans la nature pour produire. Notamment, moi, je fais du maraîchage et des céréales. On essaye toujours de se servir de la biodiversité existante pour lutter, par exemple, contre les parasites, en utilisant des haies. Par exemple, moi, je sème aussi beaucoup de fleurs pour favoriser les auxiliaires notamment. Et les techniques qui ont été mises au point avec les OGM sont des techniques qui sont contre nature. Les techniques aujourd'hui d'OGM, ou même sur les premiers OGM, on cultive des cellules isolées en boîte de pétri que l'on va modifier dans un premier temps avec les plantes transgéniques, c'était en tirant avec soi des particules de tungstène pour faire rentrer de l'ADN à l'intérieur des cellules en force, ou avec d'autres techniques comme agrobactérium. Et aujourd'hui, de la même manière, pour modifier les cellules, pour modifier ce vivant, on va briser les membranes cellulaires pour rentrer à l'intérieur des cellules avec des petites portions d'ADN, d'oligonucléotides, pour casser l'ADN. Ça, c'est des techniques qui sont complètement non naturelles, qui n'existent pas dans le vivant. Et c'est la raison majeure pour laquelle les techniques qui conduisent à produire des OGM ne sont pas autorisées en bio. Et l'ensemble de la profession de l'agriculture biologique s'est réuni au niveau mondial pour définir quelles étaient les techniques qui étaient autorisées ou pas en bio. Et dans le cadre des nouvelles avancées technologiques, notamment ce qu'on appelle les techniques NBT, certains spécialistes disent que ces technologies qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus précises, permettront notamment de diminuer les intrants, autrement dit, diminuer certains pesticides, certains engrais, parce que les plantes qui seront finement modifiées auront des propriétés qui leur permettront de résister, par exemple à certains insectes ou à des environnements hostiles. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution ou au même titre que les OGM, c'est une mauvaise solution? Alors déjà, je vous reprends sur le terme NBT, parce que NBT, c'est l'acronyme pour New Breeding Technology, donc en français, c'est une nouvelle technique de sélection. Or, ce ne sont pas du tout des techniques de sélection. Moi, je suis sélectionneur, donc j'en connais quelque chose. Ce sont des techniques de modification génétique. Et la Commission européenne, qui a rendu son rapport sur la question le 29 avril, les a dénommés les NGT, pour New Genomic Techniques. Donc, on est bien sur des techniques qui modifient le génome. Et nous, dans l'utilisation du langage qu'on va utiliser, on va parler de nouveaux OGM par rapport aux anciens OGM qui étaient des plantes transgéniques. Quand vous parlez de techniques précises, moi, je me souviens, donc quand j'étais encore chez Cargill et Monsanto, c'était l'apparition des premiers OGM, donc dans les années 90, avec les plantes transgéniques, où on prenait un gène d'une espèce qu'on introduisait dans une autre espèce, etc. Et déjà à cette époque-là, on parlait de techniques précises chirurgicales. Or, moi, je savais très bien que ce n'était pas du tout chirurgical, que notamment, il y a une technique où on utilisait un canon à particules, donc on tirait dans le tas des cellules en espérant que vous accrochiez des petits fragments d'ADN sur des particules de tungstène, en espérant que la particule de tungstène vienne s'introduire à l'intérieur du noyau et vienne intégrer le génome des plantes. Donc,
ça n'avait rien de précis, mais on parlait déjà à l'époque de techniques précises. Alors, les techniques, aujourd'hui, sont certes plus précises parce que lorsque quelqu'un dit « je fais la modification à tel endroit », effectivement, la modification qu'il fait va être réalisée à l'endroit qu'il a choisi. Par contre, donc à l'aide de ciseaux moléculaires, par contre, ces fameux ciseaux moléculaires, il ne les tient pas du bout des doigts, quoi. C'est-à-dire que vous, quand vous découpez un bout de tissu, ben, vous tenez les ciseaux, vous voyez ce que vous faites. Et vous vous arrêtez là à l'endroit où vous avez envie de couper, quoi. Là, en l'occurrence, vos ciseaux moléculaires, ils ont donc une séquence génétique qui va venir se coller à une séquence homologue dans le génome, à l'endroit où vous avez décidé. Mais les ciseaux continuent de se balader dans l'ensemble du génome et peuvent s'apparier à d'autres endroits où c'est presque la même chose. Il y a peut-être quelques bases qui changent un petit peu comme une fermeture éclair. Parfois, il vous manque une dent, pour fermer votre fermeture éclair, vous tirez un coup sec, toc, c'est passé, quoi. Donc, je prends un peu une image, hein, mais pour dire qu'il y a des tas de modifications qui se produisent ailleurs aussi dans le génome parce que vos fameux ciseaux, ils vont aller couper aussi à des tas d'autres endroits. Donc, quand on dit c'est précis, alors c'est précis à l'endroit où on le fait. Par contre, après, il y a des tas d'autres modifications qui se produisent. Et celles-là, c'est ce qu'on appelle les effets hors cible, dont on parle très peu. Souvent, les gens disent oui, il y en a un peu, mais on les minimise, etc. Sauf que vous réalisez parfois des tas de modifications à des endroits où vous pensez que ça n'a aucune incidence, sauf que vous avez pu éteindre des gènes ou en réactiver qui, dans certaines conditions, peuvent poser de grands problèmes. C'est-à-dire que dans les conditions fortement de sécheresse, de stress et autres, enfin bon, vous ne pouvez pas tout vérifier. Ça veut dire que c'est dangereux. Ce sont des technologies qui créent des risques. Eh bien, potentiellement, oui, ça peut créer des risques, sauf on ne peut pas tout vérifier, bien évidemment. Quel type de danger cela peut générer? Je pense que des dangers, moi je ne suis pas toxicologue et autres, donc je pense que c'est plus sur les comportements des variétés, quoi. C'est-à-dire que si ça crée, par exemple, des problèmes d'allergénicité, mais à des niveaux, ça va pas tuer toute une population, on est bien d'accord. Ça ne va pas être des effets délétères forts, mais vous avez des effets délétères faibles que l'on ne voit pas et qui peuvent incrémenter de quelques pourcents des problèmes sur la santé, quoi. Bon, là, je vois, on a une crise majeure sur la santé, il y a un problème d'immunologie, d'immunité, on va dire, chez beaucoup de personnes. On ne comprend pas très bien pourquoi certaines personnes, il y a zéro symptôme, chez d'autres qui semblaient en bonne santé et c'est catastrophique chez eux. Là, je voyais une étude qui vient de paraître, que j'ai lue dans Reporter, sur des études sur les pesticides sur les oiseaux, notamment sur les perdrix en Charente-Maritime. Depuis 1994, 95% de la population ont disparu. En fait, ils viennent de se rendre compte que ce sont les consommations, notamment de céréales conventionnelles qui restent dans les champs, etc., où il y a très peu de pesticides, il y a un petit peu de résidus qui restent dans les grains de blé, dans les grains de maïs et autres, qui font que ça diminue un petit peu leur immunité, ça diminue un petit peu la taille des œufs, etc. Mais derrière, des œufs un peu plus petits font que les oiseaux sont plus faibles, ils ont plus de mal à prendre leur envol, ils sont plus sujets aux prédateurs et autres. Et en cumulant différents effets comme ça, vous avez des effets drastiques sur les populations, quoi. Des petits effets font qu'au final, la population disparaît. Il y a 25 ans, quand j'étais chez Cargill Monsanto, c'était exactement mot pour mot les mêmes phrases qui avaient été utilisées. Vous allez voir, avec ces plantes transgéniques, on va faire des plantes qui vont être adaptées à la sécheresse, des plantes qui vont être adaptées aux situations de sol salé, une meilleure adaptation à l'ensemble des problèmes climatiques, des résistances à des ravageurs, etc. Au final, 20 ans après, vous avez des plantes qui tolèrent un herbicide, et on s'est rendu compte qu'au final, on a mis plus d'herbicides. Donc, ça n'a rien de protection, ce n'est pas du tout favorable par rapport à l'environnement. Et le deuxième type de plantes, c'est des plantes qui sécrètent un herbicide, un insecticide, qui produisent un insecticide pour tuer des insectes. Donc, par contre, il y a eu les mêmes promesses qui ont été faites. Donc, aujourd'hui, on est dans la même stratégie des mêmes promesses pour nous faire accepter ces nouveaux OGM. Or, les premières demandes qui sont faites aujourd'hui, on voit dans ces nouvelles techniques, notamment, par exemple, il y a un colza
tolérant un herbicide à nouveau. Vous pouvez, par exemple, sur la résistance à la sécheresse, les mécanismes mis en œuvre qui partent à la fois depuis la racine jusqu'aux feuilles, jusqu'à l'architecture des plantes, la taille des pores, etc. Il y a un nombre de gènes incalculables qui sont mis en œuvre dans les mécanismes d'adaptation à la sécheresse. Là, on parle à chaque fois de modifier 1 ou 2 gènes. Il n'est pas possible d'arriver à avoir on va dire des techniques de sélection qui permettent d'avoir des plantes qui sont plus résistantes à la sécheresse que par des mécanismes de sélection classiques. Moi, j'ai vu des expériences où effectivement, on vous montre une plante qui a un meilleur comportement par rapport à la sécheresse parce qu'elle a été modifiée. Mais il faut regarder d'où les gens sont partis pour faire l'expérience. Si vous prenez une plante, une variété, une plante qui est sensible à la sécheresse, vous la modifiez sur 1 ou 2 gènes. Effectivement, dans le résultat que vous allez obtenir, vous allez pouvoir dire, regardez, je suis parti de cette variété, je l'ai modifiée et j'ai 30% d'amélioration par rapport à la sécheresse. Sauf que quand vous comparez le produit que vous avez obtenu par rapport aux variétés locales des gens qui travaillent sur ces questions-là, vous êtes encore bien loin du compte. Donc, on est toujours dans la stratégie de la promesse pour nous faire consommer ces plantes-là. Donc là, vraiment, vous pouvez reprendre les articles d'il y a 20-25 ans. Hein. Vous verrez, c'est les mêmes arguments. Par contre, 20 ou 25 ans après, les plantes transgéniques qui sont en train de disparaître, on va dire, parce que plus personne ne travaille vraiment dessus. Ils sont passés tous à ces nouvelles techniques. Hein. Donc, les gens ne travaillent plus sur des plantes transgéniques, mais sur les modifications directes sur le génome. Ben, les promesses n'ont jamais été tenues, alors qu'elles avaient été annoncées. Du coup, l'alternative, que vous proposez, c'est celle d'un respect pur et simple de la nature, et c'est l'esprit du bio. Et donc, est-ce que, selon vous, le bio est une solution pérenne, réaliste, qui permettrait de nourrir toute la planète? Moi, ça, j'en suis intimement persuadé. Aujourd'hui, on voit que les gens nous disent oui, il faut que l'on passe à cette technologie-là pour nourrir tout le monde. Sauf que moi, quand je regarde en France, hein, autour de chez moi, on met beaucoup de production agricole dans soit les productions d'agrocarburants, pour faire du diester, soit aujourd'hui dans le biogaz. Il y a énormément de structures de biométhaniseurs qui sont en train de se mettre en place et qui sont alimentés principalement par des produits agricoles. Alors qu'on appelle les CIV, les cultures intermédiaires à valeur ajoutée, mais on se rend compte que dans bien des cas, ces biométhaniseurs fonctionnent à 60-70% avec de la production agricole. Donc, si on détourne de la production agricole pour produire de l'énergie, soit sous forme de diester, soit sous forme de gaz, après pour produire de l'électricité et autres, ou distribuer du gaz, et qu'on nous dit d'un autre côté, on n'a pas assez pour manger, il y a un problème. Deuxième problème, c'est la bétonisation des terres. Si on avait un problème pour s'alimenter, il faudra arrêter de bétonner toutes les terres, et surtout les très bonnes terres, parce que les aménageurs, en général, ils aiment bien les zones un peu de plaine, quoi, et c'est les meilleures terres. Que ce soit de Roissy, là, on a toujours le même souci sur le plateau de Saclay. Moi, je suis dans l'Essonne, sur Brétigny. Il y a de très bonnes terres, pareil, qui ont été bétonnées pour y mettre des grands hangars, des structures dont on n'a pas forcément besoin, quoi. Bon, donc, pour nourrir tout le monde, on peut déjà commencer par arrêter de mettre de la production agricole à haute destination que l'alimentation. Et puis ensuite, il y a une question de modification de nos comportements alimentaires. Le gaspillage est énorme. Notamment, moi, je produis principalement en circuit court. Le pourcentage de gaspillage de mes productions est quasiment nul. Pourquoi? Quand je produis, par exemple, je vais prendre l'exemple de la salade. Quand vous êtes en circuit long, si vous travaillez et que vous commercialisez via, par exemple, des supermarchés, votre salade doit être calibrée. Si elle est trop grosse, vous ne pouvez pas la vendre. Si elle est trop petite, non plus. Et ça arrive régulièrement que dans un champ, il y a des trop grosses, des trop petites et tout. Et on considère que, par exemple, sur un champ de salade, vous ne commercialisez, ceux qui sont en circuit long, que 60 à 70% de votre champ. Donc, il y a 30 à 40% qui restent au champ, qui sont du gaspillage parce que ce n'est pas récolté, ce n'est pas commercialisable. Moi, je suis dans un circuit court, en distribution en AMAP ou sur un marché.
Quand la salade est trop grosse, eh ben, je dis au consommateur, eh ben, moi, le boulot était le même pour moi. Je l'ai plantée et finalement, elle est plus grosse que prévu. C'est tant mieux pour vous. Puis si elle est un peu petite, eh ben, je mets 2 salades dans le panier des gens en disant, bon, elles sont un peu petites, vous en avez 2 pour le prix d'une, et rien n'est perdu. Pareil pour les carottes. Si j'ai des carottes qui sont un petit peu tordues, je vais dire aux gens, bon, il y a certaines carottes qui sont un peu tordues, mais elles sont toutes aussi bonnes. Je les mets dans les paniers. Dans les circuits longs, vous ne pouvez commercialiser que des produits calibrés, etc. Donc, il y a énormément de gaspillage déjà au champ. Et puis après, bien évidemment, sur les lieux de consommation, il y a aussi beaucoup de gaspillage. Et puis après, il y a une question aussi de changement de comportement alimentaire. Il faut savoir que une grande partie de la production des céréales produites en France part à l'alimentation animale. Donc, si on remettait les animaux à consommer de l'herbe, mais pas à consommer des céréales, ce sont des champs qui pourraient être destinés à des productions autres que le blé et le maïs, par exemple. On pourrait relancer la production de légumineuses, consommer un peu plus de haricots, de lentilles, de pois chiches et autres, comme on peut cultiver chez nous. Et on se rend compte que dans ces situations-là, en réduisant sa consommation un petit peu de viande, bien évidemment, mais en consommant de la bonne viande, des animaux élevés à l'herbe principalement, on peut nourrir, à mon avis, 15 à 20 milliards d'habitants sur la Terre, quoi. En bio, je dis bio. Merci Daniel Hébin. Merci. Pour finir cette émission, je reçois Jean-Yves Ledéo. Bonjour, monsieur Ledéo. Bonjour. Vous avez été enseignant-chercheur en biochimie avant de vous investir en politique. Vous vous êtes particulièrement investi dans le débat autour de nombreuses controverses, notamment l'usage des biotechnologies, la maîtrise des OGM et de l'édition ciblée du génome. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les apports de ce que l'on appelle les nouveaux OGM, les NBT, par rapport à l'ancienne approche? L'apport, pour moi, c'est une révolution, ce que j'appelle la modification ciblée du génome. Certains appellent l'édition du génome, d'autres la réécriture du génome. C'est une révolution, non seulement dans le domaine de l'agriculture, mais dans le domaine de la santé également, puisqu'on a aujourd'hui 64 000 maladies génétiques recensées. Les 2/3 d'entre elles sont dues à une modification d'un gène, donc d'une base dans nos logiciels de la vie. Et si on sait aller corriger cette faute, on peut soigner, par exemple, des maladies du sang qui sont des anémies falciformes, qui font qu'on n'est pas capable d'envoyer l'oxygène dans la totalité de nos cellules, de répartir l'oxygène. Donc, c'est une révolution parce que finalement, ça va vite. Je crois que la modification ciblée du génome, elle ne change pas ce que la nature faisait. La nature faisait des modifications qui mettaient beaucoup de temps et qui étaient sélectionnées dans ce qu'on peut appeler l'évolution darwinienne, puisque François Jacob disait l'évolution, c'est la somme des réussites parce que la trace des échecs a disparu. Donc, la nature faisait ça. Et puis, là, l'homme a été capable, grâce à des évolutions technologiques depuis une quinzaine d'années, plusieurs générations, la dernière d'entre elles étant d'un mot barbare qui a le nom CRISPR. Je ne dis pas ce que ça veut dire, c'est des séquences palindromiques, c'était la recherche fondamentale contre des maladies dues à des phages, et ça a donné le prix Nobel de Jennifer Doudna et d'Emmanuelle Charpentier, une Française, en 2020, cette année, prix Nobel de chimie. On a été capable de modifier les gènes. Alors, ce qui change, c'est qu'avant, on était, avec les OGM, on était avec des marteaux de forgeron. On ne savait pas ce qu'on faisait. Aujourd'hui, on est avec des scalpels moléculaires. On est capable de découper et on sait exactement ce qu'on a découpé. Ce qui fait que le danger qui avait été mis en place en termes de santé ou d'environnement, en disant ils ne savent pas, les savants sont fous, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a 35 ans, il faut quand même redire ça, il y a 35 ans que ces techniques, on est en train de les développer. Eh bien, le danger qu'on avait vu, qu'on avait prédit à l'époque, d'abord, il n'y a pas eu de danger, il n'y a pas une publication qui dit aujourd'hui qu'il y a eu des dangers en termes de santé.
Le seul qui l'ait dit, Gilles-Éric Serralini, les expériences qui ont été menées à grands frais depuis pour essayer de montrer que les OGM n'étaient pas des poisons. On voyait des rats avec des tumeurs qui étaient des tumeurs énormes, alors que c'était une variété de rats qui développaient spontanément des tumeurs. Eh bien, ce danger n'est pas avéré. Une méta-analyse de l'Académie américaine le montre. On n'a pas eu de danger. On a eu des problèmes d'environnement parce que les pratiques agricoles n'étaient pas forcément de bonnes pratiques agricoles. Et aujourd'hui, on n'avait pas la précision, il n'y a pas eu de danger. Aujourd'hui, on a la précision. Donc, on doit résoudre cette question de danger. Alors, on va revenir sur la question des dangers, mais vous venez d'évoquer les défis environnementaux. Est-ce que ces NBT, ces nouvelles formes d'OGM, sont aussi une solution face aux défis environnementaux actuels et futurs? Bien sûr. On a aujourd'hui plusieurs problèmes à résoudre. Les OGM ont eu le tort de s'occuper que de deux questions, sans doute pour des questions financières et de rentabilité pour des agrochimistes internationaux. C'était de s'occuper de l'augmentation de la tolérance aux maladies ou de l'augmentation de la productivité. On a bien d'autres problèmes aujourd'hui. Le réchauffement climatique fait qu'on va avoir des problèmes d'adaptation de plantes. Le problème des intrants, que ce soit des produits phytosanitaires ou des engrais, fait que si jamais on veut les réduire, il faut développer des résistances naturelles des plantes. Il faut améliorer la qualité de ces plantes, la qualité, notamment la qualité nutritionnelle. Aujourd'hui, on a dans les pays développés 39% des adultes qui souffrent d'obésité. 39% des adultes qui souffrent d'obésité. Donc, la question de la qualité nutritionnelle est majeure, des aliments. La question pour la biomasse, de l'utilisation, d'une meilleure utilisation de la photosynthèse, la question de l'adaptation au changement climatique. Le changement climatique fait qu'aujourd'hui, il y a des espèces qui sont mal adaptées au climat qui a augmenté. On a dans nos forêts françaises, et notamment on avait une espèce qui s'appelle l'épicéa. L'épicéa poussait dans le Jura ou dans les Vosges à 400 mètres d'altitude. On l'a fait pousser dans des zones qui étaient des zones plus basses. Et aujourd'hui, l'épicéa souffre dans ces zones dans lesquelles on l'a implanté. On a la sélection à des stress hydriques. Le problème de l'eau, qui est un des problèmes majeurs pour demain. Toutes ces questions sont des questions environnementales. Et de dire comme certains, de manière idéologique, on n'utilisera pas de nouvelles technologies pour essayer de résoudre nos problèmes parce que, par définition, les technologies sont mauvaises et on les assimile à la malbouffe, on les assimile à tous les maux dessous de l'agriculture aujourd'hui. C'est, à mon avis, criminel. C'est d'ailleurs ce qu'ont dit des prix Nobel, une centaine de prix Nobel qui ont dit que ne pas utiliser ces technologies, c'est un crime contre l'humanité. Alors, pour certains, comme vous le dites, même ces NBT présentent un danger qui serait similaire aux OGM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une réalité par certains aspects? Le danger de la nature existe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme, en 10 000 ans, il a sélectionné des variétés végétales. Il les a sélectionnées alors que les variétés initiales n'étaient pas toujours comestibles. L'homme a inventé un blé, un maïs ou de la vigne qui n'avait absolument rien de commun avec les espèces que l'on cultive aujourd'hui. Et depuis la révolution de l'agriculture, depuis 10 000 ans, c'est l'homme qui, par des sélections minutieuses et continues, est arrivé à sélectionner les caractères qu'il le souhaitait. Aujourd'hui, on est capable de le faire de manière plus précise, je l'ai dit tout à l'heure, de manière plus rapide, moins chère. Et les PME, PMI, sauf si jamais on leur met des contraintes réglementaires terribles, eh bien les PME, PMI pourraient l'utiliser. On pourrait aujourd'hui donc avoir, par les biotechnologies, résoudre un certain nombre de questions qu'il est difficile ou long de résoudre par des méthodes. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple très français, c'est celui du vin et de la vigne.
Et c'est un exemple qui nous rapproche d'un problème qui est celui du cahier des charges de l'agriculture biologique. Le vin est fait par des espèces qu'on a sélectionnées pour les qualités du raisin et pour les cépages. Malheureusement, il y a un certain nombre de maladies qui se sont développées, qui ont d'ailleurs été terribles il y a un siècle à peu près, qui est le mildiou ou l'oïdium. Pour soigner le mildiou ou l'oïdium ou pour le combattre, on n'a qu'une solution, le sulfatage, c'est-à-dire mettre du sulfate de cuivre. À tel point que l'agriculture biologique a mis la possibilité de sulfater les vignes dans son cahier des charges. Et à côté de cela, on a chez des espèces de vignes, qui étaient des espèces anciennes, on a des gènes de résistance naturelle au mildiou et à l'oïdium. Sauf que ces vignes-là, le vin n'est pas bon. Si on est capable de prendre dans la même espèce, et pas un OGM d'une espèce différente, parce que dans l'OGM, ce qu'on disait, c'était souvent qu'on transférait une espèce d'une bactérie à l'homme, par exemple, et ça faisait peur, le franchissement de la barrière des espèces. Mais si on est capable dans la même espèce d'aller chercher un gène qui s'est développé naturellement dans la plante et de le faire et de diviser par 10 la quantité de sulfate de cuivre qui tue nos sols, eh bien, je pense qu'on aura fait une œuvre utile. Voilà un exemple précis de la possibilité. Et ça a été fait par des sélections végétales. L'INRA l'a fait, l'INRAE l'a fait à Gruissant dans l'Aude, que j'ai visité. L'INRAE a fait un travail fantastique à ce sujet-là, mais on s'est un peu privé de recherche sur des technologies qui nous auraient permis d'aller plus vite. Alors, revenons à la question du bio que vous avez abordée et qui a déjà été abordée avec Daniel Évin. Est-ce que l'agriculture bio telle qu'on la pratique en France aujourd'hui nous permettrait, selon vous, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire? Non, le problème général d'abord, et après je vais parler de la France et du bio, le problème général aujourd'hui, c'est qu'on a 11% de la population mondiale qui souffre de sous-nutrition sévère. Je n'ai pas dit de famine, mais il y a de nouveau des famines en Inde actuellement. Et il y a des famines dans certaines régions du monde. En France, on n'en est pas là. Et le bio est un tout petit peu réservé à des populations qui ont les moyens de se payer une nourriture saine. Il faut préserver la filière bio et plus cher. Aujourd'hui, le bio est plus cher parce qu'il y a des années où les conditions climatiques font que les produits ne se développent pas et que donc, à partir de ce moment-là, on a, pour l'agriculteur qui doit avoir ses revenus, on a un produit qui va coûter beaucoup plus cher. Si jamais on est capable aujourd'hui d'intégrer dans des gènes de résistance naturelle dans le bio, eh bien, on aura, à mon sens, réglé la question qui était la question de diminuer les intrants, que ce soit les engrais ou que ce soit les produits phytosanitaires. Et dans le monde du bio, cette question commence à être posée. Pendant que j'ai travaillé sur ce rapport de l'Assemblée nationale, qui était le premier rapport au monde à traiter de la révolution ciblée du génome avec Catherine Procaccia, on a rencontré un Suisse qui s'appelait Urs Nigli et qui, le premier qui était directeur du FIBL, c'était l'Institut du bio mondial de Zurich, et qui le premier disait qu'il ne fallait pas se supprimer la possibilité d'utiliser des nouvelles biotechnologies au cas par cas en les étudiant pour développer la filière bio. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le bio n'accepte pas, par exemple, les NBT ou les OGM. Non, mais il accepte le sulfate de cuivre. Il accepte le sulfate de cuivre. Et cette question-là, elle sera immanquablement posée. Alors, quelles alternatives s'offrent à nous si on met de côté le bio, si on met de côté les OGM? Est-ce que, par exemple, selon vous, la synthèse de protéines in vitro, les biologies de synthèse seraient une piste pour pouvoir, un modèle réaliste pour pouvoir alimenter la planète demain? La biologie de synthèse, je ne pense pas aujourd'hui. Je pense qu'il faut travailler sur la biologie de synthèse, il faut travailler sur de nouvelles techniques qui vont permettre de fabriquer des protéines.
d'arriver à penser d'abord la nourriture à quelque chose de culturel. Le refus des OGM, c'est un tout petit peu dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, le fait qu'on veut bien prendre des risques pour se soigner, on ne veut pas prendre des risques pour manger. Et donc, à partir du moment où on est dans un phénomène culturel, la nourriture, même si des enfants disent qu'ils aiment bien les poissons carrés, la nourriture fait encore partie globalement de nos traditions culturelles. Donc, à mon sens, de penser que ces technologies vont pouvoir permettre à un moment donné de nourrir la planète, je n'y crois pas. Ce que je crois par contre, c'est qu'on doit pouvoir, au niveau de la planète, conjuguer ces techniques. L'agroécologie est quelque chose d'important. La biostimulation, le biocontrôle, un certain nombre de techniques, de cultures intégrées qui ont été développées, il faut les soutenir. Mais en même temps, il faut leur apporter la possibilité d'intégrer des nouvelles technologies dans l'agroécologie. Il faut réconcilier l'agroécologie et les biotechnologies. Et puis, une critique qui est faite en disant « ouais, mais les biotechnologies sont responsables de la perte de biodiversité ». La perte de biodiversité, elle est premièrement due à une augmentation de la population mondiale, au réchauffement climatique, mais surtout aux usages, aux conflits d'usage d'un certain nombre de terres. Les biotechnologies, les nouvelles biotechnologies, les NBT, ce que vous appelez de nouveaux OGM, devraient permettre au contraire d'augmenter les caractères et non pas de les diminuer. Et ce qui est changé, c'est l'agriculture intensive. Ce n'est pas la technologie, c'est l'agriculture intensive. La technologie doit être utilisée au contraire au service d'une agriculture plus durable. Et je terminerai quand même par une phrase sur tout ça, parce qu'il y a quand même un désaccord persistant entre le politique et le citoyen, et que le politique a considéré ces sujets comme un peu une patate chaude. Il ne s'en est pas préoccupé pendant un certain nombre d'années. Et je pense qu'il faut évaluer les risques et rationnellement en tenant à distance les croyances et les discours sectaires. Et qu'un philosophe qui était en même temps mathématicien et prix Nobel de littérature, qui s'appelle Bertrand Russell, l'avait bien résumé en disant « La science n'a jamais tout à fait raison, mais hélas, elle a rarement tout à fait tort, et en général, elle a plus de chances d'avoir raison que les théories non scientifiques. Il est donc raisonnable ou rationnel de l'utiliser à titre d'hypothèse. » Merci Jean-Yves Ledéo. Merci. J'ai été ravi de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer ce sujet passionnant que sont les futurs de l'agriculture et de l'alimentation. Merci à vous qui nous suivez en ligne, merci à nos invités. Le cycle continue, on se donne rendez-vous le 15 juin pour débattre des futurs de la sexualité. Vous pouvez retrouver les podcasts BOMA Les Futurs 2 sur les plateformes Apple et Spotify. Et vous pouvez aussi rejoindre nos formations à la prospective et au management de l'incertitude sur boma-france.com. D'ici là, soyez prudents et à bientôt.